Togo Info. Le Togo à votre portée. Bonjour mesdames et messieurs et merci de rester fidèles à Nana FM. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de la plus belle des radios. Nous sommes le mercredi 4 mars 2020. De 72,36%, le score de Faure Gnassingbé à la présidentielle du 22 février 2020 a été ramené à 70,78% par la Cour constitutionnelle. Cette proclamation définitive obéit-elle aux règles régissant le contentieux électoral, tout en soulignant au passage le rejet des recours introduits par Agbeo Mekodjo, principal contestataire de ces résultats. Et pour en parler avec moi dans ce studio, le professeur Kosivi Hunake, il est enseignant de droit à l'université de Lomé. Bonjour professeur. Oui, bonjour cher. Ce débat se fera également avec vous auditeurs qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Élisée Koumoudi à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. La Cour constitutionnelle proclame Faure Gnassingbé vainqueur de la présidentielle. Les textes régissant le contentieux électoral ont-ils été respectés? C'est le thème du jour. Dans un premier temps, professeur Kosivi Hunake, pour vous qui n'êtes plus un jeune, entre guillemets, vous avez assez vécu des lendemains d'élections, de proclamation de résultats provisoires comme définitifs au Togo. Comment appréciez-vous l'atmosphère, l'ambiance qui règne dans le pays au lendemain de cette proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle? Merci beaucoup. D'abord, il faut noter que tout juste pendant la période même de campagne électorale et puis après l'élection présidentielle du 22 février 2020 et en attendant la proclamation des résultats, la plupart des acteurs ou la majorité des acteurs politiques ont salué l'action ou bien cette maturité de l'électeur togolais ou du peuple togolais qui a bien conduit le processus jusqu'à terme en ce moment. Et il faut relever qu'entre la proclamation, peut-être bien avant, des résultats provisoires par la CENI et la proclamation des résultats définitifs, il y avait eu quand même un certain nombre de soubresauts. Mais hier, les résultats définitifs ont été proclamés et jusqu'à ce matin, il n'y a pas d'incident. Je voudrais me réjouir de cette atmosphère et exhorter le peuple togolais que les lendemains soient paisibles pour que nous puissions ensemble bâtir ce pays. Pour vous, est-ce que c'est de la maturité ou en quelque sorte le reflet de cette fatalité que certains disent subir, c'est-à-dire quoi qu'il en soit, la Cour constitutionnelle proclamera les résultats auxquels on s'attend. Est-ce que vous voyez la chose sous cet angle également? Non, pas du tout. Le professeur Kokoroko a l'habitude de dire que le temps des hommes n'est pas le temps électoral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque vous êtes dans cette situation au Togo, vous vous rendez compte que si on remonte jusqu'en 2017, où le chef de l'État, entre guillemets, était sonné de quitter le pouvoir par certains leaders de l'opposition. Et puis aujourd'hui, vous voyez le sursaut du peuple togolais qu'il a plébiscité, on peut le dire qu'il a plébiscité à 70%. On peut en ce moment comprendre que la majorité du peuple adhère à la politique du chef de l'État. Et par rapport même au pourcentage, on peut dire que sur 10 Togolais, 7 ont voté pour le chef de l'État. C'est ce que ça veut dire les 70%. Ou sur 100 Togolais, 70 ont voté pour le chef de l'État. Et je pense que c'est la majorité qui s'est exprimée. Pour vous, il n'y a pas de la part de fraude dénoncée par Agbeo Mekodjo notamment dans les 7 sur 10. Il n'y a pas un ou deux qui ait été le résultat de bourrage ou autre élément mentionné par ce candidat? Alors, sur la question de la fraude, il faut constater que dans certains bureaux de vote, il a été relevé que les bulletins étaient déjà dans l'urne avant le début et que les bulletins ont été détruits, n'est-ce pas? Maintenant, sur la question de la fraude, moi j'ai suivi
le déroulé de la décision de la Cour constitutionnelle hier, il y a beaucoup de griefs que le candidat Agbeome avait relevé au regard de l'élection du 22 février. Voilà. Maintenant, si vous voulez qu'on aille directement sur la décision même de la Cour, la Cour a rejeté la plupart des griefs des moyens soulevés par le candidat Agbeome, tout simplement parce que la Cour a estimé qu'il n'y a pas de preuves. Mais il faut également relever que, et c'est là où on reviendra là-dessus, sur la question de la pédagogie. Moi, j'aurais souhaité que la Cour soit plus pédagogue au regard qu'elle explique davantage. Qu'elle explique davantage. Nous reviendrons là-dessus si vous voulez bien. Donc, qu'elle explique davantage un certain nombre de choses. Lorsque vous prenez la requête du docteur Agbeome par rapport à la préfecture d'Assoli, par exemple, la Cour a constaté que le délégué du MPDD n'avait pas signé le procès verbal. Et à partir de ce moment, la Cour a dit que ce moyen doit être retenu. Vous voyez? Donc, ce moyen d'être retenu, ça veut dire que par rapport aux griefs soulevés par le candidat Agbeome en ce qui concerne la préfecture d'Assoli, la Cour a donné gain de cause au candidat Agbeome. Mais la Cour ne l'a pas expliqué davantage et c'est ça qui fait que, entre-temps, vous avez vu que le score du candidat Foyesa Singbe a été revu à la baisse parce que la Cour a fait des réaménagements, des annulations. Mais la Cour aurait dû expliquer davantage pour que les gens puissent savoir que au regard des griefs soulevés par le candidat Agbeome, il y a quand même, sur certains aspects, les griefs ont prospéré. Mais dans la plupart des bureaux de vote, et là on reviendra encore là-dessus, la Cour a estimé qu'il n'y a pas de preuves et que les griefs ou les requêtes doivent être rejetées. Pour moi, la Cour aurait dû, de ce point de vue-là, développer sa théorie de la preuve. Justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'il n'y a que le procès verbal qui puisse servir de preuve devant la Cour constitutionnelle? Qu'est-ce que la Cour attendait comme preuve? Voilà. Donc, lorsqu'on scrute un peu la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Togo par rapport à la question de la preuve, on remonte à certains cas où le fait même d'avoir pris des vues, c'est-à-dire des photos, ou d'avoir monté une vidéo pour attester de la preuve n'a pas été retenu par la Cour. Donc, la Cour constitutionnelle... Donc, toutes les vidéos qu'on a vues circuler sur les réseaux sociaux devant la Cour sont de nuls effets. Oui, la Cour n'a pas reconnu. Alors, est-ce que juridiquement, ce n'est pas constat d'huissier? C'est-à-dire que lorsque l'opposition constate qu'il y a fraude quelque part, il faut qu'il y ait un huissier qui établit un procès verbal ou un rapport par rapport à ce fait de fraude. Là, juridiquement, ça doit pouvoir prospérer devant la Cour. Maintenant, si les délégués des candidats ne précisent pas les cas de fraude ou les faits relevés par le candidat dans le procès verbal, la Cour pourra rejeter. Mais il faut également soulever que la Cour elle-même envoie des délégués. Il y a des délégués de la Cour qui sont envoyés dans les centres et les bureaux de vote pour constater. D'accord? Ces délégués aussi peuvent constater ou faire figurer des cas de fraude ou des cas de violence dans leurs procès verbaux, bien dans les rapports que ces délégués vont rendre à la Cour constitutionnelle. Donc, de ce point de vue, seuls les faits établis par constat d'huissier ou les faits établis et qui figurent dans le rapport des délégués de la Cour ou dans les procès verbaux peuvent servir de preuve devant la Cour. Alors, aujourd'hui en matière électorale au Togo, c'est vrai que c'est d'un certain niveau et tous les citoyens ne comprennent pas toujours, mais que disent concrètement les textes? Et en ce qui concerne le contentieux électoral, que prévoient les textes? Où commence la compétence de la Cour constitutionnelle et où s'arrête-t-elle? Alors, lorsque vous prenez la Constitution togolaise, les articles 104 et suivants, et lorsque vous prenez le Code électoral, disons que ce sont les deux textes fondamentaux.
En plus, on peut parler de la loi organique de la Cour, le règlement intérieur de la Cour, mais ce sont les deux textes fondamentaux qui régissent le contentieux électoral. La Cour constitutionnelle, selon la Constitution, est la plus haute juridiction en matière électorale et la Cour statue sur le contentieux législatif, présidentiel et sénatorial. Maintenant, il y a plusieurs institutions qui interviennent également dans le processus électoral. Vous avez la CENI, la HAC et la Cour constitutionnelle. Bon, ensuite plus de la sécurité, la FOSEP. Relativement à l'élection présidentielle, disons que la CENI et la Cour constitutionnelle jouent un rôle d'harmonisation, un rôle conjoint dans tout le processus électoral. C'est-à-dire que dès le début même du processus avec les candidatures sont déposées à la CENI, mais la Cour constitutionnelle peut également être saisie sur des questions de candidature. D'accord. Maintenant, lorsque le corps électoral est convoqué, bon, c'est un décret, d'accord? Donc, le corps électoral est convoqué. Donc, la Cour constitutionnelle, dans certains pays, mais pas forcément ici, peut également être saisie sur des questions de décret. Mais au Togo, ce n'est pas le cas. Revenons maintenant sur les rôles. La CENI, c'est l'organisation du processus électoral. L'organisation. Et le président de la CENI, c'est une autorité administrative indépendante, donc il peut prendre des actes, des arrêtés et autres. Ces arrêtés également peuvent être contestés. Vous voyez, là, la contestation des arrêtés peut-être auprès de la Cour suprême, mais la Cour constitutionnelle, dans certains pays également, peut être saisie. Maintenant, lorsque le processus, la CENI convoque le processus et que vous avez les résultats provisoires, une fois que les CELI ont fait convoyer les résultats à la CENI, la CENI peut avoir un premier rôle de vérification. Vous voyez, la CENI peut avoir un premier rôle de vérification à ce niveau. Et après que la vérification a été faite, la CENI envoie les résultats provisoires à la Cour constitutionnelle. Alors, une fois que la CENI envoie les résultats provisoires à la Cour constitutionnelle, le code électoral donne 48 heures à partir de la proclamation des résultats provisoires, 48 heures aux candidats pour relever les greffes contre le processus électoral, contre le vote. D'accord? Donc, après les 48 heures, c'est fini, on ne peut plus saisir la Cour. Le président de la Cour constitutionnelle disait hier qu'ils ont reçu une requête, c'était le 3 mars. Cette requête est arrivée tardivement, la Cour ne peut jamais, hors délai, la Cour ne peut jamais se prononcer. Maintenant, la Cour, une fois qu'elle est saisie, s'il n'y a pas de contestation, la Cour, dans les 8 jours, va proclamer les résultats définitifs. Maintenant, s'il y a des contestations, la Cour doit rendre une décision relative au grief soulevé contre le processus électoral, contre le vote, avant de rendre sa décision. Donc, c'est ce qui a été fait hier. La Cour s'est penchée sur la requête du candidat Agbeomé. Et une fois que cette décision est rendue, la Cour proclame maintenant les résultats définitifs. Et une notion qui, elle, a apparemment réussi à intégrer tous les esprits, c'est que une fois que la Cour constitutionnelle se prononce, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. La Constitution dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours. Elles s'imposent à toute autorité administrative, civile, militaire et à tous les citoyens. Donc, ce que la Cour dit, on peut dire la Cour a le crayon mais n'a pas la gomme. La Cour ne revient pas sur ce qu'elle a dit. Une fois qu'elle a rendu sa décision tient lieu de loi et s'impose à tout le monde. Est-ce qu'il peut arriver que la Cour commette des erreurs, la Cour constitutionnelle, et se ressaisisse elle-même? Oui, la Cour peut commettre des erreurs. Alors, souvent, ce ne sont pas des erreurs de fond, des erreurs de forme. Donc on parle de rectification matérielle. Par exemple, si la Cour a commis une erreur dans l'orthographe ou l'écriture du nom d'un candidat, ou bien s'il y a un chiffre qui a été mal placé, la Cour peut s'auto-saisir et faire une rectification d'erreur matérielle. C'est-à-dire sur le décompte de signature, par exemple, le problème a été posé il y a quelques semaines lors de l'enregistrement des candidatures. Si la Cour a
par exemple, mal compté les signatures, elle ne peut pas revenir dire « Ah, nous nous sommes trompés, c'était 3000 signatures, nous en avions compté 2000, donc on revient sur cette décision, ça ne peut pas... » La Cour peut revenir, d'accord, pour faire cette rectification. C'est ça qu'on appelle rectification d'erreur matérielle. Donc, la Cour peut rectifier par elle, s'auto-saisir et rectifier les erreurs. Oui, oui. Alors, à votre avis, et ce avant de donner la parole aux auditeurs, est-ce que tous les acteurs ont respecté les textes qui régissent le cadre électoral au Togo? Voilà, donc sur cet aspect, lorsqu'on prend la décision de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle n'a pas relevé une certaine violation flagrante des textes. D'accord. Autrement, la Cour aurait peut-être annulé les votes dans plusieurs bureaux de vote. Voilà. Mais est-ce que vous voulez parler... Parce que la loi lui en laisse la possibilité. Bien sûr. Lorsque les griefs sont vérifiés, la Cour annule bien sûr. le vote. Le code électoral le dit si bien, si la Cour constate qu'il y a des faits qui sont de nature à compromettre la crédibilité du scrutin, la Cour prononce l'annulation du scrutin. Et le code électoral dit également que sur rapport de la CENI, la Cour, on programme l'organisation de nouvelles élections avant les 60 jours. Voilà, donc là, il y a cette possibilité qui est reconnue à la Cour de proclamer l'annulation pure et simple d'une élection dans ce cas de figure. Alors, avant la proclamation des résultats provisoires, certains candidats, Agbéoumé Kodjo en l'occurrence, avaient annoncé sa victoire, il avait revendiqué la victoire à cette élection. Est-ce que c'est une violation des textes ou c'est une zone non couverte par la loi? Alors, lorsque vous prenez la Constitution et le Code électoral, il y a deux institutions qui sont à même de proclamer les résultats provisoires et les résultats définitifs et de déclarer un candidat élu ou les autres perdants. Il s'agit de la CENI qui proclame les résultats provisoires et la Cour constitutionnelle les résultats définitifs. Donc, lorsqu'un candidat à une élection estime que après la proclamation des résultats provisoires, que c'est lui, en principe, qui devait être en avant. Donc, ce candidat doit saisir la Cour constitutionnelle et donner la preuve qu'il a effectivement gagné. Donc, seule la Cour constitutionnelle, en définitive, proclame élu un candidat à une élection. Donc, lorsqu'un candidat s'autoproclame élu, on peut dire que c'est contre la loi, ça sort du cadre électoral et dans certains pays, ce candidat peut être puni. Il peut être puni. Alors, nous sommes dans un contexte où le candidat du MPDD, selon un document qui circule depuis hier, aurait nommé un Premier ministre, parce que revendiquant toujours la victoire. À votre avis, d'un point de vue juridique, que va-t-il se passer? Alors, s'il y a vraiment cet acte qui est posé, c'est une atteinte grave à la démocratie. D'accord? Pour deux raisons principales. Alors, ce qu'on oublie, c'est que le mandat du chef de l'État, Félix Antoine-Gbé, n'est pas encore achevé. Son mandat de 2015 à 2020 n'est pas encore achevé. Les élections sont organisées par anticipation. Oui, l'article 61 de la Constitution dit « Le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral par décret en conseil des ministres, 60 jours au moins et 75 jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice. » Donc, le mandat du chef de l'État expirera en mai, je crois. Donc, il est toujours dans son mandat 2015-2020. D'accord? Maintenant, lorsque ce candidat se proclame élu et nomme un Premier ministre, la Constitution dit que c'est le chef de l'État qui nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Donc, le candidat Agbéoumé, n'étant pas chef de l'État, ne peut pas nommer un Premier ministre. Cet acte est dans l'illégalité totale. Et le dit candidat organise aujourd'hui une conférence de presse. On verra quelle suite sera donnée à tout ceci. Nous allons maintenant donner la parole à vous, chers auditeurs, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Ce sera juste après cette pause.